Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie d'être présent ce soir pour cette conférence de Philippe Jozin. Au nom de Sciences, au nom du groupe ABC, donc Atlas de la biodiversité communale, au nom également de la municipalité, d'avoir la présentation de Philippe Jozin. Jozin est lucénois, comme vous savez très certainement pour la plupart d'entre vous, mais surtout c'est un très très grand botaniste, spécialiste de la flore d'Île-de-France. Pendant plus d'un an, Philippe, d'autres membres de l'équipe ABC ont travaillé sur la flore de Loussienne. C'est aussi l'occasion aujourd'hui de s'approprier, de protéger la biodiversité de notre commune. Bien, alors certains d'entre vous ont sans doute déjà assisté à la présentation de l'ABC, Loussienne, qui était ouverte au public. Bon, il y a certaines choses qu'ils ont déjà vues. Moi, je vais être je vais rentrer un peu plus dans le détail, et puis je vais me permettre aussi d'être un peu plus critique, parce que c'était pas le lieu quand on présentait l'ABC d'être trop critique. Mais bon, vous verrez pourquoi. Donc, un ABC, Atlas de la biodiversité communale. Donc, vous avez une première définition d'un ABC. Biodiversité, tout le monde est d'accord pour dire que la biodiversité, il faut l'étudier à 3 niveaux différents. Le principal niveau auquel je vais présenter le sujet, c'est le niveau des espèces. C'est le plus facile à aborder, c'est le plus performant à mon avis. Le deuxième niveau, ensuite un peu plus difficile donc à appréhender, c'est le niveau des habitats, des écosystèmes, etc. Donc beaucoup plus large. Et puis à l'inverse, vous avez un troisième niveau qui est très peu étudié pour le moment, qui est le niveau de la diversité infraspécifique des espèces qui sont présentes. Alors ça, c'est les généticiens surtout qui peuvent être éventuellement chargés de ce niveau beaucoup plus intime. Alors, au niveau d'un ABC, vous avez plusieurs étapes. Moi, en fait, je me suis occupé de la première étape, c'est-à-dire la réalisation des inventaires, avec donc théoriquement, comme pour toute recherche scientifique, 2 étapes: exploiter toutes les données existantes, et puis ensuite, effectivement, prospecter la commune pour essayer d'avoir une liste la plus complète possible. Après cette réalisation des inventaires, il y a une deuxième étape, donc j'ai en gros passé le relais au bureau d'études qui a été chargé de l'ABC, d'identifier et de hiérarchiser les enjeux. Bon, je vous en parlerai un tout petit peu à la fin en conclusion. Et puis, il y a une troisième étape. Alors, donc, on en est là. Ça, pour le moment, ça, c'est fait. La troisième étape, c'est d'établir un plan d'action pour essayer de préserver cette biodiversité. Et ça, c'est à la mairie, donc, de s'occuper de ce plan d'action. Alors, ça, c'est pour préciser le domaine d'étude. Donc, la biodiversité, c'est tous les organismes vivants qui sont effectivement présents au niveau de la commune. Donc, ça, c'est les grands groupes, animaux, champignons, lichens. Et puis, au niveau des plantes, j'ai mis les algues entre parenthèses parce que trouver un spécialiste des algues en France, c'est pratiquement impossible. Donc, ça ne sera pas étudié. Les bryophytes sont un tout petit peu étudiés effectivement par des gens de l'ANI, l'association des naturalistes des Yvelines, donc ils nous ont fait une liste des bryophytes. Les champignons, on a eu la chance d'avoir un grand mycologue qui est le président de l'ANI justement, qui nous a aidés pour faire une liste des champignons. Et moi, je me suis occupé donc des plantes vasculaires, c'est-à-dire l'ensemble fougères, conifères et plantes à fleurs. Alors j'ai mis cette photo tirée d'internet là pour illustrer ça, où vous avez les animaux, vous avez les champignons, les mousses et les lichens, vous avez une fleur qui a été mise par le photographe ici pour ajouter les plantes vasculaires, juste pour souligner que le champignon très curieux que vous avez ici est un champignon que l'on trouve dans le bois de Loussienne, donc il est assez spécial. Il fait effectivement des petites spores là par un opercule terminal. Donc c'est assez amusant comme champignon. Alors au niveau d'un ABC, vous allez voir pourquoi. Deuxième définition d'un ABC, vous allez voir. Donc j'ai mis ici l'ensemble des groupes qu'un ABC devrait effectivement donc étudier, avec à peu près le nombre d'espèces qui sont présentes en Île-de-France.
hein, donc l'ensemble des groupes ici, j'en ai retenu certains, hein, j'ai pas mis, c'est pas exhaustif. Et puis j'ai mis effectivement le nombre d'espèces qui sont protégées officiellement au niveau régional, le nombre d'espèces qui sont couvertes par ce qu'on appelle une liste rouge, qui est indispensable en fait pour essayer de déterminer la patrimonialité de ces espèces. Là, c'est moins intéressant, c'est le nombre d'espèces qui sont menacées par rapport au nombre total d'espèces présentes. Ça, c'est bon, le chiffre peut varier, hein, c'est beaucoup moins scientifique là. Hein. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à voir? Eh bien, par exemple, pour les champignons, où on a un très grand nombre d'espèces, je mets un gros point d'interrogation parce que alors là, le nombre d'espèces de champignons, c'est impossible à savoir. Eh bien, on s'aperçoit que pour le moment, on n'a pas de protection régionale et on n'a pas de liste rouge. Il y a une liste rouge, je crois, qui est en cours au niveau national, mais absolument pas au niveau régional. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de faire appel, et heureusement qu'il y avait Étienne Varnet pour nous aider, parce que de faire appel à un spécialiste qui soit suffisamment compétent pour réussir à faire une liste la plus exhaustive possible et qui soit capable de déterminer dans cette liste d'espèces celles qui sont patrimoniales. Si on regarde au niveau des invertébrés, les insectes, vous voyez le nombre d'espèces d'insectes qu'il y a dans la région. Bon, eh bien, on s'aperçoit que la liste rouge ne couvre que les trois groupes qui sont là, les papillons de jour, les libellules et les sauterelles. Donc, ce sont les seuls groupes pour lesquels on peut envisager de faire une liste à peu près exhaustive à Louvcienne, c'est-à-dire qu'on va travailler uniquement sur 250 espèces d'insectes, et puis on laisse tomber les 10 000 autres. Hein. On s'en occupe pratiquement pas. On peut faire une liste d'espèces communes, mais enfin ça sert pas à grand-chose. Et quand on regarde les listes rouges, ça ne couvre que 2% des insectes, hein, c'est-à-dire presque rien. Bon. Au niveau des animaux vertébrés, là j'ai souligné les oiseaux parce que grâce à Yves de Tonquédec et à la LPO, ici, la Ligue de protection des oiseaux, on a des données très précises sur Louvcienne, sur l'ensemble des oiseaux qui sont présents sur la commune. Donc là c'est traité correctement. Après, ben, au niveau des plantes, bon, même si il y a un groupe d'algues qui est actuellement en préparation au niveau d'une liste rouge, eh bien, il y a effectivement pratiquement aucune donnée sur les algues. Bon, et finalement, quand vous regardez les plantes vasculaires, 1600 plantes ici en Île-de-France, dont 80 sont éteintes maintenant, 200 qui sont protégées, 100% qui sont couvertes par la liste rouge. Ça veut dire que les plantes vasculaires, c'est le chapitre le plus important pour que l'ABC ait une certaine valeur. Parce qu'un ABC ne peut avoir une valeur que si les listes sont exhaustives. Hein. Au niveau scientifique, si la liste n'est pas exhaustive, ça ne vaut rien. Donc, seules les plantes vasculaires forment un groupe suffisamment important pour qu'on puisse déterminer quelles sont les zones d'intérêt écologique au niveau de la commune. Bon. Donc, conclusion, deuxième définition d'un ABC, c'est un bilan très partiel de la richesse biologique de la commune, et en général, cette richesse n'est estimée que par ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire, c'est-à-dire par les espèces les plus courantes. Hein. Donc, ce qui pose un problème sur la valeur de ces ABC et ce qu'on peut en faire. On verra ça un peu plus en détail après. Donc, première étape, les documents disponibles. Alors voilà ce dont j'ai dit, les seules choses qu'on m'ait laissées pour Louvcienne. Hein. Une étude sur le bois du cœur volant, une étude sur le domaine de Villevert. Donc là, je vais être très critique sur ces études. Ici, vous avez l'étude, le bureau d'études qui est allé donc au bois du cœur volant pour estimer la flore, hein, et qui a trouvé 25 espèces. Bon, 25 espèces sans intérêt. Donc, aucun problème, hein, on peut faire ce qu'on veut sur le bois du cœur volant. Donc, je suis allé au bois du cœur volant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai trouvé 38 espèces de plus. Hein. Donc, j'ai plus que doublé le nombre d'espèces. Et surtout, c'est là où ça montre que c'est embêtant, ce genre de résultat. C'est que parmi les espèces que j'ai trouvées, il y en a une qui est déterminante SNIEF. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire. C'est-à-dire une espèce qui est patrimoniale. Bon, ben celle-là, elle a été oubliée. Donc, vous avez un dossier officiel de bureau d'études qui vous dit, voilà, le bois du cœur volant, il n'y a aucune espèce intéressante, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ben non, il y a une espèce déterminante SNIEF. Est-ce qu'elle a été oubliée volontairement ou non? Je pose la question. La réponse, vous allez la voir après.
Deuxième étude qu'on m'a fournie, les études sur le domaine de Villevert. Deux études différentes. Hein. Première étude, rien à signaler, aucune plante patrimoniale. Vous pouvez y faire ce que vous voulez. Ça, c'est l'étude, le bureau d'études qui a reçu des sous de la part de quelqu'un qui veut construire quelque chose dessus et avoir un projet. Mais vous avez l'étude contraire, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas, qui font une étude numéro 2 indépendante, où on a 50 espèces qui sont indigènes, toutes assez communes, mais avec 3 espèces protégées. Donc, interdiction de toucher. Mais si on analyse les espèces protégées, Calamagrostis canescens, forcément une erreur de détermination. Alors là, qu'on me dise pas que c'est une erreur, voilà. C'est volontaire, hein, je le dis carrément, c'est forcément volontaire. Bon, Genistas sagittalis, c'est à confirmer. Trifolium glomeratum, espèce qui est en situation critique en Île-de-France, qui est une protégée régionale. Impossible qu'elle pousse à cet endroit-là, impossible. Ça veut dire qu'il y a deux solutions. Soit elle est accidentelle, elle a été apportée de façon fortuite, hein. Il y a eu des militaires sur le site, donc c'est assez logique. Hein. Éventuellement, erreur de détermination, je doute, parce que c'est une plante facile à déterminer. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les bureaux d'études, quand on leur donne des sous, ils trichent. Point. Voilà. Donc, toutes les études faites par des bureaux d'études dans lesquels il y a un financement par derrière, vous pouvez les mettre à la poubelle. Donc, tout ça, j'ai supprimé. Vous verrez qu'il y a une seule étude très bonne qui a été faite sur Louvciennes par un bureau d'études, mais pour une autre raison, parce qu'il n'y avait pas de financement important par derrière. Bon. Alors, un point très très important, là. C'est-à-dire, avant de comprendre la flore et puis de statuer sur la patrimonialité des espèces, il faut absolument, chose qui n'est pas encore faite suffisamment, il faut absolument statuer sur ce qu'on appelle les statuts d'indigénat. Donc, on fait une liste de plantes, et il faut savoir dedans quelles sont les plantes qui sont indigènes ou pas. Les seules plantes patrimoniales à protéger sont des plantes qui doivent impérativement être indigènes. Donc, on va classer les plantes en 3 catégories. Les espèces indigènes, c'est-à-dire celles qui étaient présentes il y a quelques milliers d'années avant la sédentarisation humaine. Deuxième catégorie, les archéophytes. Archéo, ancien, phyte, végétal. Ce sont les végétaux qui ont été introduits par l'homme sur le territoire, volontairement ou involontairement suivant les cas, entre le néolithique, et puis on a décidé comme ça, de façon arbitraire, c'est à discuter, la date de découverte des Amériques. Bon. Et puis ensuite, les plantes néophytes, c'est celles qui ont été introduites récemment, et on va les classer en fonction du degré de leur insertion en milieu naturel. C'est-à-dire que bon, si elles ont été introduites de façon accidentelle, voilà, involontairement, on appelle ça des espèces accidentelles. Si elles ont été introduites volontairement, comme plantes ornementales, plantes cultivées, plantes alimentaires en particulier, etc., à ce moment-là, et si elles s'échappent des cultures, on va parler de plantes subspontanées. Je mets tout ça entre parenthèses parce que tout ça ne doit pas faire partie des listes donc, de végétaux à retenir pour la biodiversité. Et puis, donc, les seules qu'on va retenir sont les espèces qui sont dites naturalisées. Et pour avoir une espèce que l'on dit naturalisée, il faut vérifier au moins ces 3 critères qui sont là. C'est-à-dire qu'il faut que la plante ait un cycle normal, c'est-à-dire qu'elle ait une fertilité importante. Il faut qu'elle soit capable de se disséminer par elle-même. Donc, vérifier qu'il y a des populations satellites qui apparaissent à distance de l'endroit où elle a été introduite. Et il faut vérifier ça pendant une vingtaine d'années pour être sûr qu'elle est bien installée. Hein. Alors, il y a un petit biais, il y a des gens qui disent 10 ans, mais moi je dis d'accord pour 10 ans, mais à condition que ça soit une espèce qui est reconnue comme invasive dans son pays d'origine. À ce moment-là, on peut faire 10 ans d'observation. Une fois qu'on a fait ça, on va décider que la plante est naturalisée au niveau de la zone en question. Hein. Voilà, donc ça c'est très important à faire avant de décider effectivement de la valeur de chaque espèce. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, les résultats, les premiers résultats. D'abord, ici, j'ai l'historique au niveau de Louvciennes. Alors, certes, avant les années 2000, dans les anciennes flores, il y a très très peu de mentions parce qu'il aurait fallu qu'une plante très rare ne pousse que sur Louvciennes. À ce moment-là, ça aurait été mentionné dans ces flores. C'est en général pas le cas, donc très très peu de mentions de Louvciennes dans les fleurs anciennes.
La première mention, Gérard Arnal, c'est le Conservatoire botanique du bassin parisien qui, sur l'ensemble de l'Île-de-France, est allé dans toutes les communes pour faire un minimum de prospection et qui ait au moins une liste de base pour chaque commune. Donc c'est Gérard Arnal qui en a été chargé pour Louvciennes et qui a trouvé donc à peu près une centaine d'espèces. Donc première liste importante pour Louvciennes par Gérard Arnal. Ensuite, Vincent Simon, c'est lui qui a fait, c'est un bureau d'études, un petit bureau d'études. Mais l'étude qui lui a été commanditée, c'était vraisemblablement par l'ONF pour essayer de voir la biodiversité du trou d'enfer, de la zone du trou d'enfer, des bois dépendants de l'ONF au niveau du trou d'enfer. Donc vous voyez, il a fait grimper déjà, il a pratiquement doublé la liste des espèces de Louvciennes, et puis c'est un de ses copains, Christophe Giraud, que j'ai eu comme étudiant d'ailleurs, qui a complété ces données-là, et puis on en est resté là, c'est-à-dire que quand on regardait en 2023 la banque de données du conservatoire qui s'appelle l'Obélia maintenant, eh bien on en était à peu près 280 espèces pour Louvciennes. Voilà. Bon, donc moi j'ai travaillé sur les espèces pour essayer d'avoir une liste exhaustive, puisque ça c'est la condition pour que l'ABC ait une certaine valeur, et puis vous voyez, je suis arrivé à 640. Donc, j'ai plus que doublé les données qu'on va trouver sur les banques de données officielles. Donc, parmi ces espèces, vous en avez, alors là, il faut le rallonger, j'ai mis des pointillés ici parce que c'est... vous en avez à peu près 500 qui sont indigènes. En rouge, c'est celles qui ont été signalées mais qui ont disparu. Vous en avez une trentaine qui sont archéophytes et vous en avez une centaine qui sont naturalisées, avec ici le degré de naturalisation. Celles qui sont là, ce sont les naturalisées invasives. Donc ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, est-ce que la flore de Louvciennes est riche? Certains le prétendent, mais non. Louvciennes a une flore pauvre. C'est pas possible qu'elle soit riche. C'est beaucoup trop anthropisé. Donc voilà. Donc, en gros, quand on regarde les listes d'ABC, je compare Louvciennes avec 600 espèces donc végétales. À Montesson, 300 espèces végétales. On a 2 fois plus d'espèces que Montesson à côté, et que la plupart des communes pour lesquelles il y a des ABC qui sont déjà publiées. Bon, donc on peut en conduire. Louvciennes, c'est très riche. C'est très riche. Non, non, moi je dis ça autrement. Louvciennes est pauvre, et Montesson, l'ABC est nul. Voilà. C'est simple, J'ai mis ici la barre des banques de données nationales. Voilà, on arrivait à 280 à Louvciennes. Bon, Montesson, on arrive à ça, on arrive à 300, c'est-à-dire que voilà, ça a été juste une recherche de ce qui est indiqué sur les banques de données actuellement. Il n'y a pas eu d'exploration à fond de la flore pour essayer d'avoir une liste exhaustive. Alors pourquoi c'est très grave ça? Pourquoi c'est très grave? Si je reprends les données de Louvciennes ici, et si je compare les espèces patrimoniales, que je définirai après, en 2023, sur la banque de données l'Obélia, vous aviez comme espèce patrimoniale une espèce protégée dans la région, que j'ai mis en rouge parce que depuis elle a disparu, et une espèce déterminante pour les ZNIEF, c'est-à-dire les zones d'intérêt écologique, floristique et faunistique. Voilà, une espèce, un déterminant de ZNIEF, et c'était tout sur la banque de données officielle. Bon. Moi, je prospecte, et puis voilà, une espèce protégée nationale, 4 espèces protégées régionales, et 18 espèces ZNIEF encore présentes actuellement. Donc tout ça, là, toutes ces plantes qui sont les plantes patrimoniales, où elles étaient? Eh bien, elles étaient uniquement dans la partie que j'ai découverte après, c'est-à-dire celle qui n'a pas été prospectée à Montesson. Donc, vous avez une liste pour Montesson qui est une liste de la flore banale, voilà. Et toutes les espèces patrimoniales, elles sont oubliées. Bon, voilà. Donc, troisième définition d'un ABC, méchante, mais voilà, je suis pas loin de penser à ça. Un ABC, c'est une usine à gaz anti-biodiversité. Voilà. Bon, certains vont trouver que j'exagère un petit peu, mais voilà, j'insiste. Comment déresponsabiliser les communes de la préservation du patrimoine? On fait un ABC. Voilà. Donc, moi, je préviens, c'est tout. Je remarque quand j'ai lu les ABC de certaines communes de la région. Voilà. C'est pour ça qu'il faut absolument que les listes soient exhaustives, de façon à ne pas rater les espèces patrimoniales qui sont obligatoirement rares, c'est-à-dire qu'on va trouver très peu. Alors,
définir la patrimonialité des espèces. Donc j'ai mis ici tous les critères qui sont utilisés pour définir la patrimonialité. Bon, on va simplifier, hein. Bon, les 3 premiers sont indispensables pour moi. Et puis après, vous en avez 3 complémentaires qu'on peut rajouter si jamais on hésite un petit peu pour établir les listes. On a des critères complémentaires qui peuvent être intéressants. Bon. Les 3 critères fondamentaux. Le premier, de loin, le plus important, c'est l'endémisme. Bon. Alors, il se trouve que sur Louvcienne, il n'y a aucune endémique, donc ça, ce critère est supprimé. C'est quoi une endémique? C'est une espèce à répartition très localisée. Et donc, effectivement, quand vous avez une plante, par exemple, qui ne se trouve qu'en France dans le monde entier, la France est responsable, bien sûr, de cette espèce de façon très importante. Si vous avez une région dans laquelle vous prenez, je sais pas, Arenaria controversa, par exemple, sur l'Écosse en France, elle n'existe dans le monde que sur l'Écosse en France. Donc, ça, c'est une espèce qu'il faut absolument préserver, qui est au sommet de la liste des espèces patrimoniales. Bon. Je vous illustrerai quand même un petit peu l'endémisme en Île-de-France. Deuxième, donc, pour Louvcienne, on n'a que 2 critères finalement importants. La rareté, hein, comment juger de la rareté, sachant que il faut tenir compte de la rareté mondiale en premier temps, rareté française ensuite, rareté régionale ensuite. Ça permet d'établir, c'est un des critères qui permet d'établir les listes d'espèces protégées nationales, les listes d'espèces protégées régionales, ça c'est officiel. Et puis quand c'est pas protégé, eh bien on essayait de voir, on a des listes de niveau de rareté de toutes les plantes de la région. Hein. Voilà. L'autre critère qui permet de juger de la patrimonialité, c'est la fragilité de la plante au niveau écologique. Hein. Donc la rareté de l'habitat dans lequel vit la plante, en France d'abord en tête et puis en Île-de-France ensuite. Les livres rouges tiennent compte de ça, c'est-à-dire que dans les livres rouges, on trouve ces renseignements. Hein. Donc livre rouge national, livre rouge régional. Ensuite, la liste des espèces qui sont considérées comme déterminantes dans les zones d'intérêt écologique. Et puis enfin, tenir compte de la sensibilité de l'espèce et de l'état de conservation des quelques populations qui sont présentes. Tout ça permet de juger de la patrimonialité. Alors après, c'est un peu secondaire. Les liens écosystémiques, on les a pas souvent. C'est par exemple le fait qu'une plante est liée strictement à un insecte. Hein, donc quand on a un hôte strict, eh bien c'est très important de tenir compte de l'insecte, parce que si l'insecte est protégé, il faut absolument protéger la plante qui est la plante hôte. Hein. Voilà, automatiquement, etc. Donc valeur scientifique, ça dépend de la diversité génétique des espèces et puis de la valeur phylogénétique, c'est-à-dire dans l'évolution des espèces, est-ce que c'est une espèce originale ou pas, et puis éventuellement tenir compte de la valeur culturelle. C'est le cas des archéophytes donc, qui ont été introduites par l'homme, voilà. Un certain nombre de critères indispensables pour juger de cette patrimonialité. Alors là, je vous montre un cas particulier ici, qui est Astragalus moncépécule, astragale de Montpellier, qui est une espèce qui est très commune dans toute la région méditerranéenne, qui est rare quand on va dans le centre de la France, et puis quand on est sur les coteaux de la Seine, eh ben on retrouve cette espèce en isolat. Donc le fait que cette espèce est un isolat qui date de l'époque où il y avait un climat méditerranéen en Île-de-France, ça c'est important de la protéger ici, parce que peut-être que génétiquement, il y a eu, elle a dévié, et que donc c'est intéressant de garder le génotype correspondant. Alors l'endémisme, premier critère, donc l'endémisme. Donc voilà un certain nombre de cas de plantes qui sont subendémiques en Île-de-France, hein, mais qui ne sont pas sur Louvcienne. Hein. Je vous ai dit, il n'y a aucune endémique sur Louvcienne. Bon. Donc moi j'ai fait un article sur Elatinée major. Alors ici, la photo qui est ici, là, à gauche, c'est une élatine qui s'appelle Elatinée exandra, qui est la seule. Ce sont des petites plantes que l'on ne trouve que sur les vases humides de bord d'étang, de bord de mare, hein, strictement. Donc celle-là est protégée. Bon, elle est protégée dans la région. Mais il se trouve qu'en analysant les différentes élatines, eh bien, il existe alors c'est un cas à résoudre, hein, tout à fait extraordinaire, puisque l'espèce Elatinée major est une espèce qui est une endémique stricte de la forêt de Fontainebleau. Voilà. C'est la seule plante qu'on peut, pour le moment, tant que quelqu'un n'en a pas trouvé ailleurs, qu'on peut considérer comme strictement localisée à la forêt de Fontainebleau et nulle part ailleurs dans le monde. Hein, voilà. Bon, c'est assez étonnant parce que, bon, génétiquement parlant, c'est un peu anormal, mais c'est à suivre.
Deuxième exemple, Sorbus latifolia, on l'appelle le sorbier de Fontainebleau. C'est un groupe qui est très très complexe, qui est tellement complexe que moi je fais 5 espèces dans les sorbiers de Fontainebleau, et puis il y a des botanistes anglais ou d'Europe centrale qui font 300 espèces de sorbiers. Bon, donc voilà, on n'est pas d'accord évidemment sur la notion d'espèce dans ces cas-là. Hein. Toujours est-il que c'est quand même une plante qui est remarquable, qui a des populations qui n'ont pas peut-être pas tout à fait la même origine, mais qu'on va retrouver à Fontainebleau, sur la montagne de Reims. Et il y a des populations assez proches qu'on trouve jusqu'en Alsace, hein, sur les contreforts des Vosges. Mais voilà, c'est une plante qui est considérée comme endémique régionale et qu'on va trouver au bord des chaînées pubescentes de la forêt de Fontainebleau. Troisième exemple d'endémisme, c'est une endémique française, hein, voilà, une plante qu'on ne trouve qu'en France, qui est rare en France, mais qu'on trouve de façon assez commune sur les coteaux calcaires de la Roche-Guyon. Hein, c'est la localité importante en Île-de-France de cette forbe, Forbia lorei. Donc voilà, il y a très peu d'endémiques dans des régions comme l'Île-de-France, mais évidemment, ça c'est vraiment les plantes à mettre absolument en tête absolue de la patrimonialité. Alors, deuxième critère, je vous ai dit, c'était la fréquence des espèces, la rareté des espèces. Bon, là, je ne vais pas insister longtemps. Vous avez la liste des plantes de Louveciennes, donc les 600 espèces. Vous regardez la liste de leur fréquence en Île-de-France, pour l'ensemble de l'Île-de-France, et ça vous permet de faire un histogramme comme ça, et donc de voir que si on prend les 3 premières catégories, qui sont les espèces communes ou très communes, eh bien, on a 350 espèces banales. Ça veut dire que dans toutes les communes de la région, vous les trouvez, ces 350 espèces. Et puis, à l'inverse, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement les 3 catégories qui sont là. Vous avez environ une trentaine d'espèces, donc, qui sont relativement rares dans la région et donc qui sont intéressantes à préserver. Alors, protéger les espèces et les milieux, donc il y a un certain nombre de moyens. Hein, le seul moyen vraiment légal, c'est d'utiliser effectivement les listes de protection des espèces au niveau national et au niveau régional. Donc, je commencerai par vous présenter quelques exemples d'espèces protégées nationales ou régionales. Vous avez un ouvrage que vous avez ici, hein, donc les ouvrages correspondant au sujet sont présentés ici. Vous avez un ouvrage sur l'ensemble des plantes protégées d'Île-de-France, ici, qui a été fait par Gérard Arnal, comprenant bien sûr les espèces nationales aussi, présentes sur la région. Il y a des zones réglementées dans lesquelles on n'a pas forcément le droit de récolter les plantes, d'y toucher, etc. Réserve naturelle, interdit de rentrer dans une réserve naturelle. La seule qui est présente à côté, c'est la réserve des étangs d'Yvelines, c'est-à-dire étang de Saint-Quentin, étang de Hollande, étang du Perret, étang des Noé, voilà. Actuellement, ils sont partiellement en réserve naturelle, donc interdiction au public de rentrer dans les réserves. Protection totale, dans ces cas-là. Alors, on a 2 parcs régionaux, mais qui ne touchent pas Louveciennes. On a un certain nombre d'espaces naturels sensibles dans les Yvelines, il y en a 72, c'est pas rien. Là, on n'a pas le droit de récolter les plantes dans les espaces naturels sensibles. Et le seul qui est le plus proche, c'est la boucle de Montesson, dont j'ai parlé juste avant, là. C'est-à-dire qu'ils ont une flore 2 fois plus faible que Louveciennes, mais ils ont un espace naturel sensible quand même, où il y a sûrement des plantes relativement rares. Bon, les sites Natura 2000, le plus proche, c'est l'étang de Saint-Quentin, donc ça touche pas Louveciennes. La seule chose qui touche Louveciennes, c'est la znief, alors de type 2, c'est-à-dire avec très peu d'espèces remarquables. Sinon, quand il y a beaucoup d'espèces remarquables, c'est les zniefs de type 1. Donc la znief de type 2, forêt de Marly, qui dépasse, qui va sur le trou d'enfer et puis qui couvre les 2 bassins donc de décantation là au niveau du service des eaux. Voilà. Mais là au niveau du service des eaux, aucun intérêt botanique, c'est juste les chauves-souris là, qui sont importantes. Donc ça concerne que les chauves-souris. Donc voilà, on a effectivement un petit bout de forêt de Marly au niveau des chasses présidentielles, là ce qu'on appelait les chasses présidentielles. Alors on commence par la protégée nationale.
protégée nationale qui le restera peut-être pas, j'en sais rien, parce que là, en ce moment, on va réviser toutes les listes de protection nationale et régionale. C'est la tulipe des bois. Tulipe des bois, il y en a 2 mètres carrés dans le parc du château, là où j'habite. Tulipe des bois qui est en fait, pourquoi il faudrait la rayer de la liste nationale? Parce que c'est une espèce qui est archéophyte. Donc j'ai défini tout à l'heure archéophyte, ça n'est pas une plante indigène, elle a été introduite donc du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, on ne sait pas trop, sans doute à l'époque romaine. Elle a été vraisemblablement diffusée en France au Moyen-Âge dans tous les châteaux, parce qu'on la retrouve essentiellement dans les parcs des châteaux anciens. Et puis elle a été repiquée ensuite dans tous les parcs. Elle s'est échappée dans les cultures, donc dans les vignobles. Vous avez des zones de France où il y a de la tulipe des bois dans les vignobles, en particulier en Alsace. Il y en a encore un petit peu dans certaines parcelles de vignes. Donc voilà, alors je la montre aussi parce que c'est un phénomène intéressant, hein, donc au niveau évolution des plantes, qui est remarquable. C'est-à-dire que la tulipe des sylvestres, la Tulipa sylvestris, existe en France à l'état indigène, mais uniquement dans le sud-est. On en a fait une sous-espèce australis, hein, donc elle est méditerranéo-montagnarde puisqu'elle va depuis le bord de la mer jusqu'à l'étage subalpin dans le sud des Alpes. Hein. Bon. Et quand on compte le nombre de chromosomes de cette forme sauvage, c'est 2n égale 24, c'est une plante donc qui est diploïde, qui est dite diploïde, puisque le nombre de bases des tulipes, c'est 12 chromosomes. Hein. Voilà. Donc, eh bien, il y a eu, en Orient, donc, puisque ça vient d'Orient, un phénomène qu'on appelle la duplication chromosomique, où vous avez eu doublement du nombre de chromosomes. En fait, c'est l'association de 2 génomes voisins qui s'est faite lors d'une hybridation et qui permet à la plante de doubler son nombre de chromosomes. Et donc, la sous-espèce sylvestris, celle qui est présente dans tout le reste de la France en dehors de la zone d'indigénat, la sous-espèce sylvestris est tétraploïde, on dit, c'est-à-dire qu'elle a 2 fois le nombre de chromosomes de la plupart des tulipes. Voilà. Donc on a fait 2 sous-espèces à l'intérieur de Tulipa sylvestris, une qui est archéophyte en France, donc la sous-espèce sylvestris que vous avez à gauche, et puis une qui est indigène dans le sud des Alpes et la Côte d'Azur, la sous-espèce australis. Tous les végétaux, sans exception, tous les végétaux du monde entier sont issus de phénomènes de duplication des chromosomes au cours de leur histoire. Tous. Bon. Chez les animaux, c'est très rare. Hein. Bon. Si on prend l'homme, hein, donc n égale 23, hein, donc pour l'homme, bon, la dernière duplication qui a eu lieu, c'était à l'époque de l'Amphioxus. Donc c'est quoi? C'est 450 millions d'années. Une petite bagatelle, hein, dans l'évolution. Donc il n'y a eu aucune duplication depuis l'époque de l'Amphioxus qui a créé la diversité des vertébrés. Hein, voilà. Alors que chez les plantes, toutes les familles botaniques sont issues d'une duplication des chromosomes. Donc c'est un phénomène très commun chez les végétaux, très rare chez les animaux. Les protégées régionales. 7 espèces ont été citées à Louvciennes qui sont sur la liste des espèces protégées régionales, mais vous en avez déjà 3 qui sont éteintes sur les 7. Bon. Et ça, c'est les 3 que je présente ici. Hein. Donc le trèfle rouge, que vous avez donc à gauche ici, c'est une plante d'ourlet calcicole, donc vraisemblablement, c'est une plante qui existait sur les pentes de Louvciennes, là, les pentes au-dessus de la Seine, les coteaux au-dessus de la Seine. Mais maintenant, tout est boisé de façon très dense dans des propriétés presque toutes privées. La plupart de ces propriétés sont très eutrophisées, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de nitrate pas possible. Et donc, c'est très peu favorable à la présence de cette plante qui a disparu depuis longtemps, hein, de toute façon. Bon, elle était signalée dans la dernière grande flore régionale qu'il y a eu, qui était en 1861, celle de Cosson et Germain. Hein. Et c'est marqué, à l'époque, c'était Lucienne, et pas Louvecienne, donc c'était Lucienne. Donc voilà, Trifolium rubens, Lucienne, sur la flore de Cosson et Germain. L'eurobanche pourpre, c'est un cas un petit peu différent, parce que l'eurobanche pourpre que vous avez ici est une plante parasite.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle est parasite d'une espèce qui s'appelle le millefeuille, qui est très très commune partout. Mais la plante parasite est très rare. Alors elle est stable quand même en Île-de-France, donc on n'observe pas de régression de cette espèce, mais la dernière fois où elle a été trouvée avec certitude, c'était en 1869 sur Louvciennes. Hein, elle a été citée sur Louvciennes en 1869. Bon, elle pourrait réapparaître celle-là parce que la plante hôte est partout. Hein, voilà. Et en particulier, j'ai trouvé quelques pieds de cette orobranche à Bougival, donc à peu près 50 mètres, 100 mètres de la limite de Louvciennes. Donc voilà. On ne sait jamais, comme la plante hôte est présente, elle pourrait très très bien réapparaître éventuellement. Et puis le dernier cas que je cite de plante disparue, hein, c'est l'osmonde royal, où il y avait encore un pied en 1990 au château du Pont, qui était un survivant de l'étang sec, hein, étang sec que moi j'ai connu humide, voilà, qui est devenu sec par la suite pour de bon, qui est maintenant bétonné donc. Et donc, il y avait un pied d'osmonde qui persistait au château du Pont. Donc, je suis allé au château du Pont pour voir si jamais il n'avait pas fait des petits, hein, mais non, rien. Il n'y a plus aucune trace de l'osmonde royal actuellement à Louvciennes. Alors, celles qui sont encore présentes. Alors, j'ai trouvé deux espèces donc qui sont marquées vulnérables sur la liste rouge, c'est-à-dire quand même rares hein, pour l'Île-de-France, qui sont la cuscute d'Europe et puis une plante qu'on appelle le faurie. La cuscute d'Europe que vous avez ici en bas à gauche, là, ici, voilà, c'est un peu comme la plante parasite qui est avant. C'est une espèce parasite et qui est parasite d'une espèce très commune puisqu'elle parasite l'ortie. Bon. Les bords de la Seine étant très très riches en nutriments, pollution de l'eau, il y a de l'ortie partout. Hein. Donc voilà, je n'ai trouvé qu'un pied, un pied de cette cuscute sur l'île de la Loge. Voilà. Si je prends le faurie, c'est-à-dire la graminée que vous avez ici, qui est une plante très curieuse parce que l'inflorescence a été volontairement sortie, elle a tendance à garder les fleurs enfermées à l'intérieur des feuilles, complètement enfermées. Donc on ne voit pas l'inflorescence. Et elle s'autoféconde à l'intérieur de la feuille, là, et ensuite, effectivement, elle dissémine ses semences. Elle était considérée comme assez fréquente sur les bords de Seine autrefois. Je n'ai trouvé qu'un pied, un seul pied de l'Ehercia, là aussi, à l'île de la Loge, sur les bords de la Seine. Donc ça, c'est les deux espèces les plus importantes, en fait, hein, au niveau patrimonial pour la flore de Louvciennes. Bon, un pied chacune. Ensuite, vous avez deux espèces qui, sur la liste rouge, sont marquées non en danger. Bon, c'est la cardamine impatiente que vous avez donc ici. Alors là, il y en avait une très très belle population dans les vergers qui sont dans le bois de Louvciennes. Puis, il y a 2 ans, l'agriculteur a mis un bel herbicide sur toute la population. Je ne sais pas ce qu'il en est parce que bon, on voit ça de l'extérieur, mais bon, comme c'est une plante qui fonctionne comme annuelle ou bisannuelle, elle a sûrement un stock semencier et elle doit être capable de se régénérer. Mais enfin voilà, elle est soumise aux herbicides. Normalement, comme elle est protégée, ça devrait être interdit de mettre de l'herbicide dessus. Mais bon, comme elle diminue pas en Île-de-France et qu'elle est sur la liste rouge non menacée, eh bien, vraisemblablement, celle-là va être supprimée de la liste des espèces régionales protégées, qui est en train d'être revue en ce moment. Hein. Pareil pour ce sison amomum, là, le persillamum. On a trouvé donc dans les bois du Trou d'Enfer, et qui là aussi a des populations suffisamment importantes et non en régression. Donc là aussi, vraisemblablement, pour le moment, elle est encore sur la liste des plantes protégées, mais elle risque d'en être supprimée. Donc voilà les espèces donc qui sont pour le moment sur les listes de protection. Ensuite, on descend d'un cran et on prend les listes qui sont dites déterminantes des zones d'intérêt écologique floristique. Et donc, j'ai trouvé 25 espèces. Enfin, j'en ai pas trouvé 25. Au total, il y en a 25, dont 7 ont déjà disparu hein, sur Louvciennes. Bon.
Sur les autres qui restent, les 18 autres, il y en a 8 qui poussent de façon très très précaire dans des milieux qui ne sont pas favorables. Donc ça veut dire qu'elles sont amenées à disparaître dans des délais relativement proches, hein, malheureusement. Et vous en avez 10 qui sont présentes dans des milieux qui sont semi-naturels. Hein, je dis semi-naturels. Bon. Donc certains dans la Seine, voilà, et donc 4 espèces dans la Seine. Vous avez 4 espèces qui sont dans les bois, hein, différentes zones forestières de Louvciennes. Et puis, vous avez 2 espèces que je présente en photo ici, qui sont dans une mouillère sur le plateau du Trou d'Enfer. Alors, vous voyez la taille de ces plantes, hein, 1 cm ici. Hein, donc, voilà, c'est des plantes qui, au maximum, vont faire 5 cm, hein, c'est tout petit. Ça, c'est la limoselle aquatique, avec des petites fleurs blanches qui font 2 mm de diamètre. Hein, et puis ça, c'est une plante très curieuse, hein, le myosure, qui fait partie de la famille botanique où on a les boutons d'or, hein, mais voilà... Comme l'ensemble ici fait à peu près 3-4 cm de haut, vous voyez la taille de la fleur, hein, elle est verdâtre, bon, et elle va avoir donc un réceptacle ici qui est très 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 allongé, sur lequel vous allez avoir toutes les semences. C'est très curieux de voir ce réceptacle qui s'allonge après fécondation. Donc je reviendrai sur ces 2 espèces remarquables, hein, qui sont absolument a priori à protéger sur Louvciennes. Alors ensuite, une fois qu'on a vu les déterminants SNIEF, hein, donc les dernières espèces patrimoniales qu'on va retenir sur la liste sont celles qui, sur la liste rouge, qui tient compte de tous les critères que j'ai indiqués tout au début, donc celles qui sur la liste rouge donc sont considérées comme à protéger. Bon, alors je rappelle que pour les insectes, on a des listes rouges uniquement pour les libellules, les papillons de jour, les criquets et les sauterelles, hein, c'est tout. Alors que pour les plantes vasculaires, on a l'ensemble des plantes vasculaires de la région, c'est-à-dire les 1600 espèces d'Île-de-France. Alors voilà, donc dans le livre rouge, qu'est-ce qu'on trouve? Vous avez ici le cas. Alors il n'y a pas d'espèces qui sont éteintes, qui ont été signalées sur Louvciennes. Donc on élimine toutes les espèces éteintes. Par contre, vous avez ici les espèces qui sont considérées en danger. Donc c'est une terminologie internationale, hein. Donc celles qui sont en danger critique, celles qui sont simplement en danger et celles qui sont vulnérables, c'est-à-dire qui risquent d'être en danger dans un avenir proche. Donc c'est ça qu'il faut retenir, hein. Les espèces patrimoniales sont dans ce cadre-là. Là, c'est les espèces qui sont considérées comme non menacées. Et puis évidemment, on a prévu les quasi menacées, c'est-à-dire une situation intermédiaire où si on est dans des conditions d'anthropisation, d'urbanisation importante, c'est des plantes qui vont passer ici très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on a en Île-de-France? On n'a aucune espèce citée dans la catégorie critique. On a 7 espèces qui sont considérées en danger, 4 sont déjà éteintes sur les 7. On a 15 espèces qui sont sur la liste des plantes vulnérables, on en a déjà le tiers qui sont éteintes. Donc, vous voyez la situation. Alors, quelques exemples de ça. Espèces en danger. Pratiquement impossible à protéger, ça. Hein. On a effectivement un nénuphar, 2 populations dans la Seine de nénuphar des grenouilles. Très, très mignonne petite espèce qui flotte à la surface de l'eau. Le problème, c'est que c'est une plante qui flotte. Donc, dès qu'il y a du courant, elle part avec le courant. Donc, dans la Seine, normalement, c'est pratiquement impossible d'en avoir. Et les 2 populations sont dans une situation très, très particulière. Il y en a une qui est coincée entre le bord, la terre du bord de la Seine, et puis une péniche fixe. Donc, elle est bloquée ici par la péniche, et la péniche retient la population. Et puis l'autre population, il y a un saule qui plonge dans la Seine avec des branches, et les branches ont retenu la population de ce nénuphar, qui est accroché à ces branches-là. Voilà. Donc que faire? Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. On ne va pas arrêter la Seine pour que la plante puisse se développer. Donc voilà, une petite plante très très originale qui est en situation relativement critique à Louvciennes. Sinon, les 3 espèces déterminantes qui sont en danger, eh bien c'est les 2 que je vous ai montrés tout à l'heure, l'imoselle et ratoncule, là, et puis ce nénuphar des grenouilles. Les espèces vulnérables.
15 espèces ont été signalées, 5 sont éteintes, et il reste donc 10 espèces, et comme je l'ai dit, il y en a 8 qui sont dans des milieux dits secondaires, c'est-à-dire des milieux qui ne sont absolument pas aptes finalement au développement de ces plantes. Je montre juste 2 espèces en photo, là, qui correspondent aux espèces en bord de chemin. Donc vous voyez qu'il y a 3 espèces ici en bord de chemin qui peuvent être retenues. La fumetaire des murs se trouve au bord de quelques sentiers, près de la voie ferrée, à cheval sur Louvciennes et puis Marly-le-Roi. Voilà. Et puis l'orpin paniculé, là aussi, il se trouve au même endroit d'ailleurs que les fumetaires. Il y a une population, et il y a une autre population qui est à la mairie de Louvciennes. Alors juste en passant, hein, mais bon, cette année, il n'y a aucun pied. Pourquoi? Parce que il y a un jardinier scrupuleux, hein, qui a utilisé un outil là avec voilà, et qui a décidé que la propreté, c'était de supprimer tous les végétaux. Hein. Voilà, ça c'est la manie actuelle, hein, sur les, que ce soit les trottoirs, que ce soit les gazons dans les parcs, que ce soit voilà les talus de la mairie. Donc il a tout supprimé. Bon, comme c'est une plante qui repart facilement de graines, on peut se penser que... Donc là, pour cette plante-là, il faudrait qu'il y ait des petites consignes qui soient indiquées, tout simplement, aux gens qui font le ménage, là, de ne pas être trop sévère, hein, dans la suppression des végétaux. Donc cette année, il n'y en a pas, hein, là, derrière la mairie. À suivre, donc. Donc maintenant, je change de chapitre. C'est-à-dire que là, je vous ai montré un certain nombre d'exemples d'espèces patrimoniales que vous avez sur la flore française dans des milieux, vous voyez, très particuliers, où elles sont très difficiles à protéger. Alors là, je passe aux espèces étrangères. Donc c'est l'inverse, ça c'est des ennemis de la biodiversité. Hein, quoi qu'en disent certains, hein, non, ce sont des ennemis de la biodiversité. Au niveau international, il est admis que sur les 5 grands critères de disparition des espèces végétales, l'introduction d'espèces étrangères est un de ces 5 critères. Donc, je ne retiens là que les plantes exotiques envahissantes, hein, celles qui sont envahissantes. Vous avez donc une quarantaine d'espèces à Louvciennes qui potentiellement peuvent devenir gênantes. Alors, je cite juste 3 exemples. Sur les berges de la Seine, vous allez trouver ici ce qu'on appelle les bidans. Ça s'appelle bidan parce que le fruit de ces plantes-là possède 2 harpons à l'extrémité. Hein. Donc, quand vous vous promenez dans une population de bidans, vous ressortez complètement lardé par ces petits fruits avec les harpons. Voilà. Et donc, vous avez une espèce de bidan en particulier qui est très commune maintenant sur toutes les berges de la Seine et qui est en train de chasser le bidan qui est indigène ici dans la flore d'Île-de-France. Hein. Donc, cette espèce américaine, le Bidens frondosa, est en train de prendre la place du Bidens tripartita qui, lui, est indigène. Donc, c'est celui qui est en photo, c'est la plante américaine. Les érigérons d'Amérique du Nord, alors qui sont des plantes de friche essentiellement, quelquefois de bord d'étang, de bord de rivière, mais dans la zone supérieure de la berge. Ça a commencé dès la fin du XVIIe siècle par l'érigéron du Canada, hein, donc qui a été introduit, qui est devenu très commun dans toute la France, suivi par l'érigéron de Sumatra qui est en train de prendre le dessus dans toute la France. Qui en Île-de-France a été suivi par les régions de Buenos Aires, Paris, et puis le Tour de Paris à cause du microclimat qu'il y a autour de la capitale. Et puis plus récemment, sur les sables de Fontainebleau, les érigérons élégants, voilà. 4 espèces d'érigérons américains qui font des vagues successives et qui sont en train d'occuper la place. Au niveau des milieux cultivés, dans les cultures, il n'y a pas une culture estivale en France sans qu'il y ait d'amarante d'Amérique du Nord. Hein. Donc voilà, des espèces qui sont devenues très communes dans la flore française et qui sont parfaitement installées, très fertiles toutes. Donc ce sont des espèces donc considérées comme invasives. Alors les problèmes qui se posent à Louvciennes, bon, eh bien, bon, ça va encore, hein. C'est-à-dire que vous avez 2 exemples où vous avez sans doute des modifications de l'écosystème qui risquent de se produire, donc modifications fonctionnelles, mais bon, pas une gêne catastrophique. Hein. Donc, il y a 2 cas qui sont à signaler dans la Seine.
On a eu une succession, exactement comme pour les érigérons, hein, donc une succession de monocotylédones qu'on appelle les élodés. Donc il y a eu l'élodé du Canada d'abord qui est venu, ensuite un certain nombre, 10-15 ans après, l'élodé de Nuttall qui est arrivé, qui est devenue dominante, c'est-à-dire qui a éliminé celle du Canada et qui l'a remplacée. Et puis en ce moment, dans la Seine, c'est Egeria d'Insa qui est une élodée à fleurs très spectaculaires, assez grandes, hein, alors que les autres élodées ont des fleurs minuscules. Alors l'origine de ces plantes, c'est les aquariums, hein, tout simplement. Ce sont des plantes utilisées par les aquariophiles qui poussent très bien dans l'eau, et donc hop, on vide l'aquarium pour le nettoyer dans la rivière. Et puis la plante, effectivement, devient dominante. Hein. Donc, c'est-à-dire que tous les herbiers de la Seine sont actuellement dominés par Egeria d'Insa. Bon, voilà. Alors vous voyez à gauche hein, la densité, effectivement, des populations d'Egeria d'Insa, avec la fleur qui vient juste affleurer à la surface de l'eau. Hein. Et puis à droite, deuxième cas qui va être important sur Louvciennes, c'est que quand vous allez dans le bois de Louvciennes, vous avez l'envahissement qu'on retrouve dans tous les sous-bois de la région hein, par Prunus laurocerasus, le laurier cerise, qui est utilisé dans tous les jardins pour faire des haies, hein, donc très fréquemment, qui supporte très bien la taille, qui est transporté par les oiseaux, et puis voilà, vous avez des sous-bois. On en est d'ailleurs sur la réserve qui a été créée au niveau des étangs des Yvelines, par exemple. Là, ils ont décidé de faire de l'arrachage systématique du laurier cerise sur la réserve, de façon à ce que les bois de la réserve ne soient pas envahis. Bon, c'est pas une catastrophe, si ce n'est que ça change le microclimat quand même du bois, puisque c'est une plante à feuilles persistantes, hein, qui capte toute la lumière, qui empêche donc d'avoir un sous-bois herbacé. Par contre, j'ai pu remarquer au bois de Louvciennes que tant qu'il y a des chênes, des châtaigniers, des hêtres, il y a toujours autant de champignons, a priori, hein, donc ça n'a pas l'air d'être très très nuisible pour les champignons. Alors un cas particulier, les érables. Bon. Deux espèces sont en cause, ça c'est plus ancien, hein, c'est pas quelque chose de très récent, c'est beaucoup plus ancien. Deux cas en cause, deux espèces, un cerf platanoïdes, l'érable plane, et puis l'érable sycomore. Je l'ai mis en gras parce que c'est lui qui est le plus dangereux. Bon, quand on regarde la flore de Cosson et Germain de fin du 19e siècle, eh bien, on s'aperçoit qu'il indique que c'est des plantes qui sont utilisées dans les parcs, les jardins, dans les allées, etc. Et on commence à les planter dans les bois. Voilà. Donc, c'est des plantes qui ne sont pas indigènes. Ça, on en est sûr avec la flore de Cosson et Germain. Actuellement, le sycomore, il est partout. C'est-à-dire qu'il est devenu invasif sur toutes les pentes calcaires en Île-de-France, et il empêche complètement la régénération des chênes et des hêtres qui devraient pousser à cet endroit-là. Hein, voilà. Alors, tant que c'est ça, c'est un bois comme un autre, hein, on n'a qu'à l'utiliser, c'est un bois qui est très dense, celui du sycomore, on peut très bien utiliser le bois du sycomore. Mais sur la biodiversité, quelle est l'incidence sur la biodiversité? Ce sont des arbres qui n'ont pas d'ectomycorhize, c'est-à-dire que quand vous avez les érables qui remplacent tous les chênes et les hêtres, eh bien, vous avez un effondrement de la diversité des champignons basitomycètes qui font des ectomycorhizes sur les arbres. Voilà. Donc, pas de champignons hein, pratiquement sous ces arbres-là. Or, il se trouve qu'à Louvciennes, toute la pente calcaire que vous avez au-dessus de la Seine est entièrement envahie par le sycomore. Il n'y a pratiquement plus aucun chêne et aucun hêtre, il n'y a plus que du sycomore. Hein. La dernière que je cite dans les plantes invasives, l'ambroisie. Il n'y en a pas à Louvciennes encore, pas encore. Mais c'est la seule espèce, pour le moment, pour laquelle toutes les mairies de la région ont reçu un papier leur demandant de surveiller la présence de cette espèce et d'intervenir, si jamais on la trouvait, pour essayer de l'éradiquer. Voilà. C'est une espèce qui est devenue très commune dans toute la moitié sud de la France, qui remonte de plus en plus vers le nord. Donc en Île-de-France, ça y est, il y en a maintenant de plus en plus. Et elle est gênante d'abord parce que c'est une mauvaise herbe. C'est une mauvaise herbe très difficile. Alors dans les maïs, ça va. On peut s'en débarrasser très facilement par des herbicides. Mais quand on est dans des cultures comme le tournesol ou le soja, c'est très très difficile de s'en débarrasser.
C'est une mauvaise herbe qui est donc très néfaste à certaines cultures, et puis surtout qui a un pollen très allergène, donc c'est une question de santé du public. 10 à 20% des gens qui sont sensibles au pollen de cette espèce. Hein. Donc les gens qui ont tendance à avoir des allergies, ils ont leur rhume des foins pendant toute la fin de l'hiver, le printemps, et puis ils se disent « Ah, c'est l'été, je vais être tranquille ». Pas de peau, c'est une espèce estivale, strictement estivale. Et donc, effectivement, les allergies, elles ont lieu en août-septembre. Hein, voilà. Donc, à surveiller. Or, il se trouve qu'elle est signalée déjà à Versailles. Hein. Elle n'est pas sur Louvciennes, mais elle est signalée à Versailles. Donc, elle est très très près de Louvciennes. Donc, si vous en voyez, vous alertez la mairie. Et puis, voilà, on essaiera de surveiller cette espèce. Bien. Alors, voilà pour les espèces. Maintenant, je vais passer un tout petit peu plus court sur les habitats. Théoriquement, Louvciennes aurait pu être une commune riche. Hein. Elle aurait pu être parce qu'il y a une diversité des substrats et puis des habitats qui est tout à fait intéressante. Alors ça, j'ai simplifié énormément, mais bon, j'ai simplifié effectivement les couches géologiques. Qu'est-ce qu'on va retenir de ça? L'argile amelière, c'est celle qui fait le plateau du sommet, c'est-à-dire le trou d'enfer. Le plateau est en argile amelière. Bon. Siliceux, strictement siliceux. En dessous, vous avez 50 à 60 mètres de sable de Fontainebleau, de la silice presque pure. Hein. Par contre, à la base des sables de Fontainebleau, vous avez des marnes et des argiles vertes. Et donc, comme la nappe phréatique, qui est la plus importante d'Île-de-France, là, qui s'accumule dans les sables de Fontainebleau est bloquée par les marnahuites et les argiles vertes, vous allez avoir des sources importantes à ce niveau-là. C'est là où vous avez tous les châteaux de Louvciennes qui ont chacun leur source. C'est là où il y a l'étang sec, hein, la source de l'étang sec, hein, qui fonctionne très bien, hein, donc qui sort et qui est à la base des sables de Fontainebleau. Hein. Ensuite, je retiendrai uniquement les deux barres qui sont là, qui sont importantes, hein, c'est-à-dire les calcaires lutétiens. C'est la carrière que l'on trouve sous le parc de la Dubarry. Il y a une carrière qui est interdite au public, hein, qui est juste en dessous. Il a été exploité à cet endroit-là, hein, le calcaire lutétien. Une couche d'argile, ça veut dire que ici il va y avoir des sources. Les sources qui sont là, qui sont assez importantes comme celle-là, c'est les sources qui sont dites de mi-pente, hein, pour Louvciennes. Donc quand vous descendez vers la machine de Marly, vous avez à mi-pente effectivement une source qui est très importante qui a été exploitée à l'époque, qui correspond à ce niveau-là. Et puis en dessous, vous avez le Crétacé. On a la chance d'avoir la limite du Crétacé supérieur, hein, la fin des dinosaures. Voilà. Donc on a ça à Louvciennes. Hein. Mais alors, pour simplifier pour les plantes, eh bien, ce qui est important, c'est que toute la partie supérieure est siliceuse, donc silice, toute la partie inférieure est calcaire, et puis vous allez avoir au niveau humidité des sables de Fontainebleau très secs, parce que très filtrants, sauf au niveau de la nappe phréatique et puis des sources qui sortent là où ça va être très humide, et puis à nouveau, effectivement, des milieux humides sur la pente vers la Seine. C'est-à-dire une très grande diversité, en fait, de milieux possibles pour les plantes. Alors du coup, les unités déjà, on peut faire, comme pour la liste des espèces, on peut faire la liste des unités de végétation qui sont présentes sur Louvciennes en partant de la Seine et puis en allant jusqu'au plateau. Hein. Donc, sur les bords de Seine, vous avez toutes les plantes aquatiques qui sont liées aux berges de la Seine. Bon, d'abord. Sur l'ensemble de la plante, normalement, il devrait y avoir des traits chaînés. Mais je vous ai dit qu'elles sont complètement dégradées parce que ce sont les érables qui sont venus les remplacer. Hein. Normalement, dans cette zone-là, comme on est sur calcaire, on devrait avoir des ourlets calcicoles. C'est là où existait sans doute autrefois le trèfle rouge dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui a maintenant disparu. Mais c'est fini, c'est complètement couvert d'arbres, c'est eutrophisé, donc les ourlets calcicoles sont pratiquement réduits à néant. Bon. Ensuite, la seule chose qu'il y a sur la pente vers la Seine, c'est que quand il y a des sources, vous allez avoir l'eau qui va descendre directement dans la pente et puis pour se jeter dans la Seine. Et ça va donner lieu à des petits ravins, peu profonds, hein, mais enfin des ravins, caractérisés par la présence d'une fougère qui s'appelle la scolopendre.
Voilà. Ensuite, on remonte. On est au niveau de la nappe phréatique de Fontainebleau, c'est-à-dire la base du bois de Louvciennes. Alors, on va retrouver suffisamment d'eau pour avoir des chênaies freinées fraîches sur le dessus du plateau parce que vous allez avoir l'argile amelière qui va bloquer l'eau aussi. Donc, à la base des sables de Fontainebleau et au-dessus de l'argile amélière, vous avez des bois qui sont relativement frais, assez humides. Donc ça, c'est par contre, voilà, c'est des bois qui sont encore assez fréquents. Ils sont associés à des ourlets qui sont humides, mais là, c'est strictement linéaire. À Louvciennes, il n'y a pas d'ourlets de grande taille, malheureusement. Ensuite, il y a des groupements qui sont caractéristiques de l'ancien étang sec, mais ces groupements sont réduits à presque rien, c'est-à-dire aux deux ruisseaux qui permettent de drainer la source de part et d'autre donc du béton. Et puis, par contre, quand on est au-dessus de la nappe phréatique des sables de Fontainebleau, on va avoir des chênaies acidiphiles. C'est tout le reste du bois de Louvciennes, entre l'argile amelière et puis les zones de source. À noter que vous allez avoir quelques vergers, hein, donc flore caractéristique des vergers, les adventices des vergers, en particulier la présence de soucis des champs, hein, qui est intéressant. Au trou d'enfer et uniquement au trou d'enfer, vous trouvez deux autres groupements importants, donc des zones de saules, des marécages, quelques mares, et puis dans la ferme du trou d'enfer, quelques messicoles, mais c'est très très intensif comme ferme, donc elles sont peu nombreuses. Donc voilà l'ensemble des possibilités, hein. Alors après, donc là juste quelques exemples remarquables. Donc la Seine avec les herbiers qui sont en meilleur état qu'il y a quelques années, hein, ça a fait des progrès. Grâce aux Jeux Olympiques là et puis aux sous qui ont été mis pour dépolluer la Seine, on voit tout de suite effectivement l'évolution des herbiers avec des nénuphars, des potamos, voilà. Sur les berges, toute une série de plantes qui sont caractéristiques des berges humides. Ça, c'est un exemple sur la plante des ravins avec la scolopendre, hein, qui caractérise ces ravins humides à partir des sources de mi-pente. Et puis là, c'est au niveau de l'étang sec, une des plantes caractéristiques des aulnaies, qui est le carex pendant, la lèche pendante, hein, à cause de ses inflorescences. Là, c'est l'inflorescence mâle, et puis là, tout ça, ce sont les épis femelles. Qui est abondante uniquement là sur quelques dizaines de mètres carrés. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait la liste des habitats, il faut, comme pour les plantes, déterminer ceux qui sont patrimoniaux. Et donc pour ça, on a, là aussi, je l'ai mis, un remarquable ouvrage fait par le Conservatoire botanique du bassin parisien, qui est le Guide des végétations remarquables d'Île-de-France, sur lesquels vous pouvez trouver quelles sont les associations qui sont les plus patrimoniales. Et donc, si on fait le bilan, les rives abidant des bords de Seine, on a quoi? La Seine est endiguée, donc rien, hein, il y a quoi? 20 cm qui est disponible linéaire en bord de Seine, alors que quand vous regardez les tableaux qu'on voit affichés partout là, de l'époque, vous aviez des berges de Seine qui étaient à pente douce, là, et qui étaient largement exondées, et où ce genre de groupement devait être très très développé. Bon. Gazon temporairement inondé à Radiol, peut-être à rechercher sur le trou d'enfer, mais j'ai pas trouvé ce groupement, donc zéro pour le moment. Les mégaforbiers, c'était surtout au niveau de l'étang sec, donc comme son nom l'indique, maintenant il est sec. Les ourlets humides, là aussi, c'est les bords de l'étang sec, mais bon, c'est juste les deux petits ruisseaux de part et d'autre, donc du skate machin là. Les ourlets calcicoles, je vous en ai parlé, ils devraient être dans les pentes, mais ils n'existent plus. On n'a pas maintenu d'ourlets. Lande atlantique sèche, il y a une petite zone du bois de Louvciennes qui était appelée la lande, hein, qui était une lande autrefois. Maintenant, elle s'est entièrement boisée et c'est là où on a fait le parcours de santé, hein, donc plus de lande. Donc zéro, c'est à rayer. Les aulnaies freinées riveraines, eh bien c'est la partie amont effectivement de l'étang de Louvciennes, c'est-à-dire l'étang sec, où vous avez quelques dizaines de mètres carrés d'aulnaies, hein, simplement, avec le carex que je vous ai montré juste avant. Et puis en fait, hein, les messicoles du plateau, culture intensive sur le plateau,
Donc malheureusement très très peu de messicoles, en tout cas aucune espèce rare de messicoles. Donc sur l'ensemble des végétations remarquables, il n'y en a pratiquement aucune qui a des surfaces suffisantes pour envisager éventuellement de les protéger. Aucune. Il n'y en a qu'une qui est plus importante que les autres, ce sont les mouillères du plateau. Mouillères du plateau, c'est un milieu qui est tout à fait particulier, qu'il faut absolument préserver parce que il devient de plus en plus rare en Île-de-France et on peut dire qu'il y a plein de gens qui s'acharnent à supprimer les dernières mouillères qui existent. Hein, donc plateau de Saclay-Palaiseau, où on fait une université, etc. Bon, alors il faut maintenir la couche argileuse absolument et ne pas la percer. Il faut n'apporter aucun matériau pour les boucher. Il faut absolument que le sol soit travaillé, au moins tous les 3 ans. C'est-à-dire que c'est des mouillères qui, pour avoir la flore importante, la flore la plus caractéristique, doivent se trouver au sein des cultures, au milieu des cultures, et puis bien sûr proscrire les herbicides, les fortes fumures, tous les intrants. Bon. L'espèce la plus caractéristique, c'est l'étoile d'eau, et sur le plateau du Trou d'Enfer, il y a 3 mares avec de l'étoile d'eau, elles sont toutes les 3 sur Marly-le-Roi. Bon. On a une mare sur Louvciennes, qui est avec 2 plantes que j'ai citées plusieurs fois parce qu'elles sont très patrimoniales, la limoselle et la ratoncule. Donc c'est dans une mouillère du plateau que vous avez des espèces qui sont remarquables, avec toute une série d'autres espèces assez rares comme le litrum à feuilles d'hysope, etc. Donc c'est un des milieux les plus patrimoniaux d'Île-de-France. On a une mare. Vous avez eu l'ABC qui a été présenté ici à Louvciennes de façon publique. 1 mois après, l'agriculteur a creusé un sillon pour vider la mare en question. Hein, c'est minable, mais c'est comme ça. Bon. Les agriculteurs qui soi-disant défendent la biodiversité. Bon. Donc, si on projette ça sur la carte de Louvciennes, eh bien là j'ai mis toutes les espèces patrimoniales, donc celles qui sont protégées avec des grands rangs rouges, celles qui sont déterminantes pour les zones d'intérêt écologique en vert, et celles qui sont en danger en plus, je les ai cerclées de rouge. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? Bah, ici, on est dans des propriétés privées, dans des parcs, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Hein. On peut faire éventuellement intervenir sur le bois de Louvciennes, sur la zone du Trou d'Enfer et sur le bord de la Seine, pas trop. C'est là que c'est le plus intéressant, mais on va pas changer l'endiguement de la Seine, hein, ça c'est pas possible. La responsabilité de la mairie donc, ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est sur l'île de la Loge, essayer de trouver quelques endroits, parce que l'essentiel de Louvciennes sur l'île de la Loge est privé, mais il y a quelques endroits qui sont pas privés, où il faudrait fabriquer quelques petites berges à pente douce, c'est-à-dire quelques petites plages, pour que les espèces puissent s'exprimer. Je vous ai dit que sur les plantes protégées qui sont là, il y en a 2 dont j'ai trouvé qu'un seul pied. Hein. Bon. Et puis l'autre zone qui est importante, c'est là. Et avec en particulier les 2, la ratoncule là et puis la limoselle, dans l'unique mare donc de plateau qu'on a à Louvciennes, celle que l'agriculteur essaie de supprimer. Hein. Voilà. Donc un bilan qui est quand même très très triste hein, finalement. Alors en conclusion, donc vous avez 640 espèces qui sont spontanées donc sur Louvciennes. On peut estimer que c'est une liste presque exhaustive. Bon. Sur ces 640 espèces, si on retient les plantes patrimoniales ou rares, on a une 50aine d'espèces rares, mais elles sont toutes en détresse. Hein. C'est-à-dire que si je représente les 50 espèces ici qui sont rares dans l'Île-de-France, eh bien on en a 42% qui au cours du XXe siècle ont disparu, 42% déjà disparus, 50% qui sont dans une situation tellement précaire que, a priori, on peut rien faire pour empêcher leur disparition, et un tout petit nombre d'espèces dans laquelle j'ai mis pourtant la ratoncule et puis la limoselle hein, du plateau. Mais bon, vous voyez qu'elles ont beau être dans une situation a priori pas aussi précaire que les autres, bah, l'agriculteur fait ce qu'il veut, et puis dès qu'il a décidé de la supprimer, la mare, il la supprime. Hein.
Donc, il va falloir vraisemblablement remettre un peu de rouge là-dedans d'ici peu. Hein. Donc, voilà, situation assez catastrophique, mais bon, un petit peu attendue hein, dans toutes les communes des alentours qui sont très, très anthropisées. On a une situation comparable, hein, faut pas rêver. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur Louvciennes? Ben, c'est juste des petites suggestions. Hein. Essayer de préserver les derniers îlots de verdure. Moi, depuis les années 60 où je suis à Louvciennes, bon, j'ai vu tous les îlots de verdure disparaître les uns après les autres. Hein. Bon, tous les grands parcs avec des châteaux, tous les vergers de Louvciennes de l'époque, le seul étang qu'on avait qui a disparu, etc. Voilà. Donc, bon, petit à petit, méthodiquement, on a fait disparaître pratiquement tous les îlots de verdure. Bon, créer des ourlets forestiers. Alors, sur Marly, il y en a. Sur Marly, dans la forêt de Marly, vous avez des ourlets forestiers qui sont entretenus par l'ONF. Sur Louvciennes, il n'y en a pas. Donc ça veut dire quoi, un ourlet forestier? Ça veut dire entre un chemin et puis la zone où il y a des arbres, faire 6 mètres de large, où on entretient par débroussaillage et fauche toute l'année, enfin tous les ans, un milieu herbacé. Voilà. Qui est un peu à l'ombre des arbres et puis un peu au soleil. Et là, on a toute une série d'espèces qui se développent. Donc, en forêt de Marly, il y a des ourlets qui sont relativement riches hein, à certains endroits. Bon. Réhabiliter les mares, ça c'est un peu du rêve parce que sur l'argile lamelière dans le bois de Louvciennes, vous avez des mares d'exploitation de lamelière hein, qui existaient, bon, qui sont trop boisées de toute façon, donc elles sont pratiquement toutes mortes hein, au niveau biologique. Est-ce qu'on peut les réhabiliter? Le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que les plantes intéressantes ont disparu de ces mares que vraisemblablement, ça ne va pas retomber comme ça. Il ne va pas y avoir des espèces rares qui vont réapparaître instantanément. Hein. Maintenant, bon, voilà, si on veut maintenir une biodiversité de plantes et d'animaux fréquents, on pourrait envisager de réhabiliter des mares. J'avais rêvé de réhabiliter des mouillères sur le plateau, mais vu l'état d'esprit de l'agriculteur, ça va être difficile. Organiser, alors ça c'est déjà fait sur Louvciennes en partie, hein, c'est-à-dire faire dans les zones herbacées des fauches tardives, adaptées aux végétaux qui sont présents, et puis systématiquement, dans ces cas-là, essayer d'exporter la biomasse de façon effectivement à avoir effectivement un peu moins de substances nutritives dans les sols. Alors, un exemple au niveau de l'aqueduc de Louvciennes, c'est Yves de Tonquédec là qui m'a envoyé des photos, dont une qui est intéressante. On a sur 2 mètres carrés la seule population de panicots de Louvciennes au pied de l'aqueduc. Bon. Et puis sur ce panicot de Louvciennes, il y a la plante parasite qui parasite le panicot justement. Voilà, ça fait 2 mètres carrés. Bon ben voilà. C'est pas la mairie qui entretient, je pense, là, hein, donc c'est le château de Versailles. Mais voilà, il faut préserver ces 2 mètres carrés. Quoi. Voilà, au moins. Voilà. Donc, j'insiste sur les 2 mots. Hein, donc, définir le patrimoine. Hein, donc, je vous ai montré la méthodologie pour définir ce patrimoine au niveau des plantes supérieures. Et puis, essayer de le préserver. Voilà, essayer de le préserver. J'ai mis comme photo donc à gauche l'étoile d'eau, à droite le litrum à feuilles d'hysope, qui sont 2 plantes que l'on trouve sur les mouillères de plateau. Hein, donc ça, c'est à voir avec l'agriculteur. Voilà. J'ai mis ici pour mémoire une orchidée, mais bon, c'est une orchidée qui est commune. Hein, on a en Louvciennes, on n'a que des orchidées communes. Mais qui est un très bon indicateur, si vous voulez, effectivement, de l'imitation de l'intensification des pelouses, prairies, etc. Donc, quand vous avez les orchidées qui augmentent, c'est un bon signe sur la gestion qui est faite, et en particulier les fauches tardives. Hein. Donc, dans le parc du château, entre autres, on essaie de faire quelques zones de fauches tardives. Alors, je vous dis pas les cris de certains. Hein, bon, c'est moche, c'est moche. Ben oui. Et puis là, ça fait partie des énigmes. Dans le parc du château, il y a une petite plante qui s'appelle le corydale, qui est une plante qui est rare en Île-de-France. D'où elle vient, on n'en sait rien, ça j'en sais rien. Elle a été certainement introduite, peut-être comme la tulipe que j'ai montrée tout à l'heure, peut-être au moment de la construction du château.
Elle a été signalée mais disparue de la forêt de Marly, donc voilà, il faudrait faire la preuve que la population a été prélevée en forêt de Marly, qui est juste à côté, et qu'elle a été installée dans le parc du château. Mais voilà, il y a des mystères qu'il faut encore résoudre. Donc c'est une plante à floraison très précoce et très rapide, hein. Donc le corydale, il s'appelle le corydale. Et donc voilà, mais c'est pas une plante indigène, c'est pas possible. Alors vous remarquerez sur la photo ici un cas exceptionnel, je termine là-dessus, sur je dirais les stupidités quelquefois de l'évolution. On est dans les orchidées, une des familles les plus évoluées au niveau structure florale, avec un ovaire qui est infère, avec une symétrie bilatérale qui est caractéristique de la pollinisation par les hyménoptères, donc très adapté aux hyménoptères. Et c'est le genre botanique qui est allé le plus loin dans la coévolution entre les insectes et les plantes, puisque les hyménoptères qui parasitent sont essentiellement les mâles qui sont attirés par les phéromones que la plante simule, et donc le mâle vient s'accoupler avec la fleur. Bon. Donc vous voyez, c'est magnifique, ça, c'est extraordinaire comme évolution. Sauf chez celle-là. Parce que celle-là, elle a dit, tout ça, moi, s'il n'y a pas d'insectes, je veux pouvoir me... Donc les étamines se recourbent, rentrent par-dessous, et elles s'autofécondent. Donc toute cette évolution de millions d'années, pour elle, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je vous remercie de votre attention.